Je suis Daniel Kameni, je suis actuellement doctorant PhD en assurance paramétrique, pour être un peu plus précis, à l'Institut Polytechnique de Paris. J'ai eu mon DC Advanced Level en 2015 en tant que major national, donc j'étais premier du Cameroun. Polytech également, ça s'est très bien passé, j'étais parmi les 4 premiers de la promotion, un truc comme ça. Et à l'ICA, tout mon cursus à l'ICA, j'étais major de promotion. Ouais. Pour faire très simple, l'actuariat c'est la gestion des risques appliqués au domaine des assurances. L'actuariat, contrairement à ce que beaucoup pensent, a énormément de débouchés. Il ne faut jamais prendre le risque de faire une thèse si on ne ressent pas l'envie de faire de la recherche et de travailler sur le même sujet pendant 3 ans. Je pense que c'est l'une des choses qui peuvent conduire au suicide. Les assurances sont les voleurs. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça? Je ne pense pas. En tout cas, sur le principe, non. C'est vrai que la société a tendance à aller vers la facilité, mais justement, ceux qui suivent cette facilité se fondent dans la masse. Mais si quelqu'un veut aller au-delà de la masse, alors c'est très important de travailler plus que la moyenne. Le diplôme d'ingénieur que tu obtiens à l'ENSAE, c'est quoi? Le diplôme d'ingénieur que j'obtiens à l'ENSAE, à la base, c'est un diplôme d'ingénieur statisticien économiste. Ok. Ça, c'est l'intitulé, mais à l'ENSAE, il y a 6 départements, ou bien 6 spécialisations. Okay. 3 orientées data science, une orientée économie, une orientée finance et une orientée actuariat. Donc, moi, j'ai choisi la spécialisation actuariat à l'ENSAE. Donc, je suis ingénieur statisticien économiste spécialisé en actuariat. D'accord. C'est quoi la différence entre l'actuariat et la data science? Bon, l'actuariat, c'est... Pour faire très simple, l'actuariat, c'est la gestion des risques appliqués au domaine des assurances. En gros, c'est ça. Okay. Et de façon plus précise, l'actuariat, c'est tout ce qui est calcul mathématique, probabiliste et économique, dans le but de pouvoir contrôler tous les risques qui sont liés à l'assurance de façon générale, à la fois du point de vue des assurés, ou alors du point de vue des entreprises d'assurance et de réassurance. Okay. Donc, c'est ça la définition un peu plus complète, mais peut-être pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais prendre un exemple simple. Voilà. Je vais prendre par exemple le cas de l'assurance automobile qu'on connaît tous. En général, on sait qu'on paye une prime d'assurance. On paye une prime, c'est-à-dire qu'en général, c'est un terme, quand on dit payer une prime, certaines personnes risquent de ne pas comprendre. Mais en fait, c'est juste le prix qu'on paye pour pouvoir avoir cette couverture d'assurance. Ouais. Donc, on paye une prime chaque année. Et une fois qu'on paye une prime, on s'attend à ce que, peu importe le problème qu'on a au cours de l'année, l'entreprise d'assurance est censée intervenir pour pouvoir couvrir ce problème-là. Okay. L'actuaire, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien l'actuariat, comment est-ce qu'elle intervient? C'est à travers l'actuariat ou bien les méthodes actuariales qu'on arrive à déterminer le montant de cette prime. Le montant de cette prime qui prend en compte la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents que tu peux avoir en fonction de ton profil au cours de l'année et le coût potentiel que ces accidents pourraient avoir. Et à partir de là, on arrive à estimer ça à l'avance pour qu'une fois que tu payes ta prime, et si tu as ce problème, l'entreprise d'assurance intervient, mais elle ne s'expose pas au risque de faire faillite parce qu'elle a peut-être versé plus d'argent qu'elle ne devrait. Donc notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait cet équilibre entre ce que les assurés payent et ce que l'entreprise d'assurance verse après. Okay. Et en même temps, du point de vue un peu plus général et un peu plus économique, l'actuariat est seulement là pour assurer que les différents risques auxquels la population est exposée sont mutualisés de façon à ce que ce risque-là ne pèse pas sur un seul assuré ou bien sur 2 assurés. Toi qui, par exemple, es exposé à un risque d'accident de 10 000 euros, okay, que ça ne pèse pas uniquement sur toi, mais qu'à travers le processus d'assurance et de mutualisation, que ça soit dilué entre un groupe de personnes qui ont un profil similaire au tien. Okay. Donc, en gros, c'est un peu ça, du point de vue des assurés. Du point de vue des entreprises d'assurance, l'actuariat intervient également pour s'assurer que les entreprises d'assurance ne fassent pas faillite. Okay. Comment, en s'occupant de tout ce qui est gestion de leur portefeuille, gestion de leurs actifs, parce qu'une fois que les primes sont collectées, ça ne reste pas quelque part. Il y a des manœuvres qui sont menées sur les marchés financiers pour pouvoir contrôler ce montant et assurer un équilibre entre les engagements de l'entreprise et également ses actifs, ses placements sur les marchés ou alors ses autres actifs. Donc l'actuariat intervient également à ce niveau pour pouvoir garantir cet équilibre-là et de façon globale assurer la stabilité financière de tout le processus assurantiel
et réassurantiel, parce qu'au-dessus de l'assurance, il y a des entreprises de réassurance qui assurent les entreprises d'assurance. Donc c'est à plusieurs niveaux. Bon, ça je connais un peu parce que mon père, ça c'est un clin d'œil, il travaille à la direction des réassurances au Cameroun. Ah d'accord. Donc il a fait l'ICA comme toi. Donc ça c'est un big up à mon père. C'est super ça. Ouais. Donc là, si tu as planté les décors, donc ça fait que dans l'actuariat, on va dire que c'est beaucoup lié à la finance quand même. Oui, c'est beaucoup lié à la finance parce que ça traite de l'argent forcément. Mais pas que, parce que l'actuariat est très vaste. Là, j'ai présenté juste une partie pour qu'on puisse comprendre de quoi je parlais, mais l'actuariat est extrêmement vaste. Il y a des parties de l'actuariat, par exemple, donc c'est totalement possible de rencontrer deux actuaires dans la rue qui font deux choses dont l'un ne comprend absolument rien sur ce que l'autre fait. Et oui, et pour répondre à ta question, il y a évidemment des parties de l'actuariat qui sont très proches de la finance telle qu'on la connaît, la finance de marché, ou même la finance d'entreprise. Donc l'actuariat peut être très proche de ça. Et il y a également d'autres parties qui sont très orientées data science, et qui sont un peu plus dans la gestion des données, la modélisation, les prédictions et tout. Ça c'est en général un peu plus l'actuariat non-vie. Les différences, je ne dirais pas. Bon, on peut parler de différences en termes de filière ou bien de voie de spécialisation. Dans ces cas, on dirait justement la data science, c'est tout ce qui est statistique, informatique et avis métier qui se mélangent pour pouvoir permettre d'utiliser la donnée dans le but de résoudre des problèmes. Ça, c'est la data science de façon générale. L'actuariat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais vu la définition que je viens de donner de la data science, on comprend très vite que la data peut également être un outil utilisé en actuariat, puisqu'en actuariat également, pour pouvoir calculer ses prix, pour pouvoir déterminer, on a besoin d'énormément de données. Et en plus de nos jours, avec l'évolution des risques, avec les risques émergents tels que les risques climatiques, les risques cyber et tout, on a de plus en plus besoin des données qu'on n'a parfois pas, et pour ça il faut utiliser parfois des modèles très sophistiqués, des modèles de machine learning ou bien de deep learning pour pouvoir au moins dans un premier temps comprendre certains risques. Peut-être pas directement les appliquer sur le marché parce qu'en finance en général, on n'aime pas tout ce qui est modèle complexe. On peut faire des trucs simples parce que c'est l'argent et les gens ne veulent pas du tout. Quand tu compliques avec la règle, il a peur. Mais de toute façon, la donnée, ça reste quelque chose de très important en actuariat. Et les techniques avancées de machine learning sont également utilisées, peut-être pas directement en tarification, mais dans d'autres secteurs de l'assurance. Et c'est pour ça que je dirais que je n'opposerais pas l'actuariat à la data science. Les deux, je trouve qu'ils sont complémentaires. De nos jours, un bon actuaire qui n'a pas un minimum de connaissances qui n'a pas un minimum de connaissances en data science, il risque d'avoir des sérieux problèmes sur le marché. Qu'il soit, peu importe son domaine de spécialisation, parce que toutes les entreprises, tous les domaines, que ce soit en assurance vie ou en assurance non-vie, cherchent de plus en plus à utiliser la donnée pour pouvoir améliorer leur processus de prise de décision. Les deux vont ensemble selon moi. D'accord. En termes de débouchés, quels sont les principaux débouchés après une formation en actuariat? L'actuariat, contrairement à ce que beaucoup pensent, a énormément de débouchés. Même si on regarde juste l'actuariat en entreprise, c'est-à-dire les entreprises d'assurance, même à l'intérieur, il y a énormément de subdivisions, que ce soit juste en actuariat vie ou en actuariat non-vie. C'est déjà deux grandes subdivisions, mais même à l'intérieur, il y a énormément de sous-divisions encore, au point où c'est très possible que deux actuaires se rencontrent dans la rue et qu'ils parlent de ce qu'ils font et que l'un ne comprenne absolument rien sur ce que l'autre fait. C'est totalement possible. Et tout ça pour dire que en fait, quand tu sors d'une formation en actuariat, il y a le monde qui s'ouvre à toi. Si on peut voir en termes de débouchés, on regroupe en général je crois, 4 grandes catégories. Donc, il y a tout ce qui est entreprise d'assurance, il y a tout ce qui est entreprise de réassurance, il y a tout ce qui est conseil en assurance ou en réassurance, et il y a tout ce qui est académique. Donc, académique, c'est-à-dire enseignement ou alors recherche en actuariat. Mais comme je disais, même du côté entreprise, on peut avoir les entreprises même, donc assurance vie, assurance non-vie, il y a les institutions de prévoyance, il y a les mutuelles. Ça, c'est toutes les différentes possibilités. Et à l'intérieur de ça, les travaux également que les actuaires font peuvent varier. Donc, en termes de débouchés, il y a certains qui peuvent travailler sur la partie
plus assurés, donc ils s'occupent du risque des assurés. Il y a d'autres qui s'occupent plutôt du risque des entreprises d'assurance, ce qui crée encore d'autres possibilités de métiers qui sont très variés. Et comme je disais, il y a également du côté, bon, de façon générale, il y a également des courtiers en réassurance, c'est également une autre débouchée qui peut parfois s'associer avec la réassurance ou bien l'assurance, ça dépend. Mais c'est plus ceux qui sont dans la partie relation avec les clients. Donc c'est eux qui font l'intermédiaire entre les entreprises, entre les assurés et les entreprises d'assurance. Et ils peuvent également s'occuper de tout ce qui est souscription en assurance. Donc là, ils vont parfois également faire des choses assez techniques. Donc ce qui est souscription, parfois ils utilisent des modèles de machine learning, des data science et également des modèles actuariels poussés pour pouvoir justement s'assurer que leur processus de souscription respecte les normes et que c'est efficace aussi pour les permettre de gagner en temps. Donc sur ce plan-là, oui, voilà, en termes de débouchés, c'est un peu ça. Et en termes de débouchés également, l'actuariat ouvre beaucoup de portes à l'international. Parce qu'on peut faire l'actuariat en France, on peut faire l'actuariat hors de la France. C'est un métier, dans tous les pays, ça reste un métier très, très prisé. Par contre, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont des exigences différentes de la France en termes de certification ou bien de titre d'actuaire. Et ça peut varier d'un pays à un autre. Mais le métier d'actuaire en lui-même, ça reste quelque chose qui est très prisé dans tous les pays. Vraiment, aux États-Unis par exemple, c'est vrai que là-bas il y a des examens à passer pour être actuaire, mais une fois que tu deviens actuaire ou bien plus tu montes dans ta carrière d'actuaire, tu arrives facilement à des sphères de la société qui sont bien au-dessus de la moyenne. Et quand tu parles de titre, est-ce que c'est un peu comme dans le cadre de la comptabilité où je pense que pour être expert comptable, par exemple, il faut passer un examen. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, surtout dans les pays anglophones. Il y a des examens à passer aux États-Unis par exemple et au Canada, il y a des examens à passer pour monter en grade en termes de titre d'actuaire. En France, le système en France n'est pas exactement le même, c'est plus basé sur l'accréditation des écoles. Il y a des écoles qui sont accréditées pour donner le titre d'actuaire, notamment l'INSAE et d'autres écoles. Et une fois que tu as ce titre, tu entres dans l'Institut des actuaires en tant qu'actuaire associé. Et l'évolution se fait au fur et à mesure que ta carrière évolue avec le nombre d'années d'expérience et également des formations que tu donnes ou bien que tu fais. Donc c'est pas le genre de... C'est pas le secteur où lorsque tu sors, tu seras délaissé, tu n'auras pas assez d'opportunités, quoi. Il y en a... Non, il y en a tellement. Il y en a même tellement au point où certains ont du mal à pouvoir se retrouver. Donc, non, il y en a tellement. Donc ça fait que là, tu as fait le diplôme d'ingénieur à l'INSAE et là, tu es en thèse de doctorat. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux types de thèses. On rencontre souvent des thèses CIFRE ou des thèses académiques. Toi, tu te situes dans quel cas? Moi, je suis dans le cas d'une thèse CIFRE. J'ai peut-être oublié de préciser ça tout à l'heure, mais oui, je fais une thèse CIFRE. CIFRE qui signifie Convention industrielle par la formation et la recherche. Donc, c'est un type de contrat qui, en théorie, spécifie que le doctorant est censé faire passer la moitié de son temps en entreprise et l'autre moitié dans un laboratoire. Ça s'est négocié, mais en théorie, ça devrait être ça. Donc, c'est un peu ce que je fais. Je passe une partie de mon temps en entreprise. Je travaille comme consultant en actuariat. Et une autre partie de mon temps où je fais la recherche en laboratoire avec d'autres chercheurs, notamment mon directeur de thèse. Et est-ce que c'était un choix de ta part d'aller en thèse de CIFRE et pas d'aller dans une thèse académique ou c'est concours de circonstances? Non, certainement pas concours de circonstances. Parce que justement, moi je suis de ceux qui pensent que tu planifies ta vie. Il faut planifier au maximum possible, ça c'est important. Ça ne va pas se réaliser, mais c'est bien. Ça ne va pas forcément se réaliser, pardon, mais c'est bien de planifier. Et justement, non, la thèse, c'est un choix. C'est vraiment un choix parce que pour moi, l'actuariat c'est un domaine très appliqué. Et très appliqué, ça veut dire il y a un fort lien entre... En fait, très appliqué, et en plus de ça, il y a un fort lien entre ce qui se fait en théorie et ce qui se fait dans le monde de la recherche. Donc, quelqu'un qui fait une thèse, selon moi en tout cas, fait une thèse purement académique en actuariat, t'expose au risque de ne pas pouvoir facilement te réinsérer dans le monde professionnel après. Tu seras cantonné vraiment à l'aspect théorique. Exactement. Et en actuariat, c'est pas forcément le meilleur calcul, surtout pour une personne qui veut revenir, parce que ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Il y en a qui veulent faire carrière en académique, et là c'est différent. Par contre, pour une personne qui veut soit garder un lien avec le monde professionnel, ou alors retourner dans le monde professionnel plus tard,
une thèse chiffre, c'est le meilleur calcul. Ok. Et si les actuels qui nous regardent, ils pourront confirmer, ils pourront faire la remarque même que la plupart des grands chercheurs en actuariat de nos jours, on remarque qu'ils font de plus en plus de partenariats avec des entreprises, ils travaillent de plus en plus en collaboration avec les entreprises parce que en réalité c'est vraiment le seul moyen de s'assurer que ces travaux vont servir à quelque chose et qu'ils vont durer dans le temps. L'idée, c'est pas juste de trouver et puis on reste tranquille, c'est vraiment de trouver et résoudre une thématique que oui, c'est vrai qu'il y en a qui font la recherche pour le plaisir, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que la recherche doit servir à quelque chose. Et je ne suis pas le seul, vu que comme je disais, il y a beaucoup de chercheurs qui commencent à essayer d'établir ce lien avec le monde professionnel. Et c'est un peu dans cette logique que j'ai choisi de faire une thèse. Également parce que moi je me vois bien jouer entre les deux milieux et même dans la suite de ma carrière, c'est quelque chose que j'envisage très bien de faire. Ouais. bah, je pense, et surtout avec, comme tu dis, la thèse chiffre, le fait que c'est un peu comme l'alternance, je vais dire entre guillemets, quand on est étudiant, Ouais. où tu fais un peu de temps en entreprise, un peu de temps à l'école. Donc, Ouais. quand tu rentres dans le monde professionnel, c'est pas que tu es plus expérimenté que celui qui a fait que des stages, mais je vais dire, tu as un peu plus de recul face à rien que la vie en entreprise, parce que tu as quand même baigné dedans un nombre de temps du fait de ton alternance. Bah oui, exactement. Et la thèse chiffre, ça a beaucoup d'autres avantages. Comme, je pense que il faudrait consacrer un épisode à ça parce que ça a beaucoup d'avantages que beaucoup même ne connaissent pas. En plus justement de ce que tu viens de décrire, le fait que ça permet à l'étudiant de gagner en expérience. Au doctorant, je n'aime pas dire étudiant parce que pour moi les docteurs ne sont pas étudiants. Les doctorants ils sont déjà au-dessus. Oui, mais justement, c'est ça. Je pense qu'il faudrait vraiment trouver du temps pour parler en détail de la thèse parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Pourtant, je pense que c'est adapté aux besoins de beaucoup de jeunes docteurs ou de jeunes doctorants qui veulent se lancer en recherche. Ouais. Bah, de toute façon, tu sais juste que tu as été perspicace, mais il y a. Normalement, c'est prévu dans le futur, on va vous trouver des personnes et probablement tu seras aussi parmi. Je sais pas, avec grand plaisir. on dit pas tout. Mais oui, la thèse aussi, et même j'ai des amis à moi avec qui je suis sorti ingénieur, qui aujourd'hui, ils sont 3 qui ont continué en thèse, 2 font une thèse de chiffres et un il est en thèse académique. Ça c'est pour des raisons particulières, mais je pense que chacun d'eux était motivé, voulait faire une thèse de chiffres parce que c'est pouvoir impacter, quoi. Tu sais que ce que tu fais, tes travaux, c'est vraiment c'est en parallèle. C'est pas que tu fais ta recherche et peut-être dans un futur, on ne sait pas en fonction des circonstances. Et je pense que ça dépend, je précise aussi que ça dépend quand même des filières, parce que ce que je dis, c'est dans le cas de l'actuariat en tout cas. Oui. Ça peut être différent dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines, peut-être que la thèse académique est plus adaptée, mais ça c'est vraiment à chacun de faire l'analyse au cas par cas, et comme je disais toujours, de faire le lien entre ça et ce que la personne veut faire plus tard. Parce que, comme je disais, ça serait, pour moi, dans tout, peu importe le domaine, je ne pense pas que c'est un bon calcul de faire une thèse purement académique. Pourtant, on compte revenir dans le monde professionnel après. Par exemple. Donc, oui, mais sinon, je pense que le fait que je trouve que la thèse chiffre est plus adaptée, c'est principalement en actuariat. Dans d'autres domaines, ça peut être différent. Bon, moi, dans la chimie, je sais que des connaissances, ils s'orientent aussi de plus en plus des thèses chiffres. Donc, après, pour ceux qui sont dans d'autres domaines, notamment l'aéronautique, la mécanique, ils peuvent nous dire. Mais même dans les procédés, je connais quelques-uns. Particulièrement où je suis, les procédés de nos jours, c'est mieux de faire une thèse de chiffres parce que juste une thèse académique, oui, tu vas découvrir des procédés où tu vas aller creuser dans un procédé existant. Mais le fait de travailler avec une entreprise sur ta thèse, ça te permet de pouvoir apporter des améliorations sur des sites où l'entreprise est en train de développer ses procédés et de voir les impacts. Donc on gagne plus en temps en fait. Et en termes de rendu, de toute façon, à la fin, on publie de la même façon que les doctorants académiques. On travaille sur des articles avec un contenu théorique parfois aussi avancé, voire même plus avancé que celui des doctorants académiques. Ça dépend vraiment parce que, en fait, c'est ça le truc avec la thèse, c'est que à la fin de la thèse, il n'y a pas de distinction. En termes d'exigence, officiellement, il n'y a aucune distinction entre ce qui est attendu d'un doctorant civil et ce qui est attendu d'un doctorat académique. Si vous êtes dans un laboratoire qui a des exigences, on les respecte tous.
Si on est dans une école doctorale qui a des exigences en termes de publication, on les respecte tous. Donc, j'ai souvent entendu des discours du genre les thèses CIFRE ne sont pas aussi valorisées que les thèses. Ça ne veut rien dire. À la fin de la thèse, tu es docteur. C'est tout. On évalue la qualité de ton doctorat en fonction de la qualité de ton sujet, de la qualité de ton manuscrit final et de la qualité de tes publications. Si tu as rempli toutes ces cases, si tu as coché toutes ces cases-là, académiques aussi, tu es un bon docteur. Le reste, on s'en fout. Oui, c'est ça. De toute façon, la finalité, c'est d'avoir un doctorat et de pouvoir avancer dans les recherches et pouvoir que tes recherches puissent impacter. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire la thèse? Pourquoi est-ce que après ton diplôme d'ingénieur, surtout que tu dis que tu veux garder ce lien avec le monde professionnel, donc la technique, la pratique, pourquoi est-ce que tu n'as pas directement choisi la voie du CDI, mais tu es plutôt allé vers la thèse? Parce que vous voulez qu'on m'appelle docteur. Non mais bon, le fameux titre de docteur, comme au Cameroun, il y a même la petite appellation, c'est docteur. Et en France, c'est négligé, mais c'est pas rien. Et bon, blague à part, mais même si c'était une blague, on serait quand même surpris de voir à quel point il y a des personnes pour qui ça compte. Hein. Oui. Chacun a sa définition du bonheur, et moi je respecte ça quand je raconte. C'est très important. Moi, je sais que mon père, je me rappelle à la fin de ma dernière année de cycle d'ingé, lorsque j'ai fini mes examens, il m'a posé la question what next. Je lui ai dit moi je veux travailler. Il me dit et la thèse? Je lui ai dit non, moi que de faire une thèse moi pour faire 3 masters spécialisés d'affilée, parce que ça m'intéresse pas, et surtout dans mon domaine je vois pas la nécessité. Exactement. Donc c'est vrai que chacun a ses raisons. Normalement chacun a sa définition du bonheur. Il y en a pour qui ça pourrait être ça leur définition. Bon, tant mieux. Mais moi je pense, en tout cas j'essaie de me convaincre pas qu'il essaie de me convaincre, je sais qu'il y a des raisons subjectives qui m'ont poussé à faire une thèse, évidemment, mais il y a également des raisons objectives. Des raisons objectives notamment liées à l'orientation que je voulais donner à ma carrière. Et justement, l'une de ces raisons, c'était le fait que je souhaite bien faire carrière en recherche et développement, en entreprise. Et pour ça, de ce que j'ai vu en tout cas dans les grandes entreprises jusqu'à présent, et en échangeant aussi beaucoup avec des aînés, plus anciens, toujours avoir le retour des aînés. Toujours. Je pense que ça c'est un accélérateur de carrière pour la recherche et le développement. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais préciser en fait, l'objectif ici n'est pas de dire qu'il faut faire une thèse ou bien ne pas faire une thèse. C'est cette partie-là en fait que je qualifie de subjectif. Ça dépend de chacun. Il y en a qui ont cette envie, qui ont déjà ce besoin de faire de la recherche. Et ça se respecte, là il faut continuer, mais il ne faut jamais prendre le risque de faire une thèse si on ne ressent pas l'envie de faire de la recherche et de travailler sur le même sujet pendant 3 ans. Cette phrase-là, c'est d'ailleurs le père d'un de mes amis qui est en thèse dernièrement, lorsqu'il échangeait avec lui. Lui-même, son père, il a fait la thèse. Et là, il me disait, la thèse, si tu n'as pas envie, n'y va pas. C'est ça qui je pense que c'est l'une des choses qui peuvent conduire au suicide. Ça blague à part, on est sur YouTube, peut-être vous allez devoir couper cette partie. Mais de toute façon, c'est l'une des choses qui peuvent causer des sérieux problèmes, la dépression et tout, et même l'abandon de la thèse. Parce que on connaît beaucoup de doctorants qui sont engagés sur des voies. Je ne sais pas les motivations qu'ils avaient au départ, mais de toute façon, en fin de compte, ils n'ont pas terminé. Ils n'ont pas terminé, pas parce qu'ils étaient faibles, non, bien au contraire, c'était des gars très compétents, mais je pense que c'est simplement parce que ce n'était pas cette vision de travailler sur le même sujet pendant 3 ans n'était pas ce qui était adapté pour eux. C'est vraiment, il y a d'abord ce besoin personnel de vouloir faire une thèse avant de continuer. Donc les raisons objectives viennent après. Il faut d'abord avoir... c'est vraiment où tu réfléchis vraiment avec le cœur d'abord que de réfléchir avec la tête. Oui, c'est très important. C'est vraiment très important. 3 ans, c'est pas 3 jours. Donc tout ça, cela étant dit, les autres raisons, en fait, de la même façon que je voulais conserver un lien avec le monde professionnel, je souhaite également conserver un lien avec le monde académique et une thèse justement et un bon moyen pour pouvoir continuer par exemple à travailler sur des projets de recherche avec des chercheurs, pour pouvoir enseigner après ma thèse. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que je vois ma carrière.
travailler en entreprise travailler en entreprise normalement et en parallèle participer à des projets de recherche, donner des cours, participer à des conférences, échanger et également contribuer à l'évolution de l'actuariat de façon générale. Et un autre point très important aussi qui m'a poussé à faire une thèse, c'est le fait que, on le sait tous, l'actuariat n'est pas très développé dans nos pays africains et au Cameroun en particulier. Et j'aimerais bien, d'une certaine façon, contribuer à ce développement de l'actuariat en Afrique de façon générale. Et dans d'autres pays en développement aussi, pas forcément en Afrique, mais en tout cas, de toute façon, dans les pays en développement. Où il y a besoin où il y a besoin, ouais. Tu veux impacter. Exactement. Et pour ça, je pense qu'il faut avoir une certaine profondeur dans le domaine. Il faut maîtriser comment ça se passe de façon très, très basique. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est ta démarche, elle est bonne. Je veux dire, elle est même en phase avec ta personne. C'est de vraiment de vulgariser, de partager. Mais pour bien vulgariser, quand tu peux allier la technique et la théorie, c'est l'idéal parce que tu comprends bien ce que tu dis et même tu aides ta pédagogie même, surtout toi qui veux aussi avoir le lien avec le système éducatif. Ta pédagogie, elle est plus digeste. Tu as une bonne pédagogie pour pouvoir transmettre des connaissances. Totalement d'accord. Et plus j'évolue, même plus je constate que plus ce dernier point-ci, je l'ai cité en dernier, ça ne veut pas dire que c'est le moins important, parce que de toute façon, en termes d'importance, pour moi, ça grandit de plus en plus. Parce que je constate déjà que mon sujet de thèse est un sujet qui est très adapté aux pays en développement. L'assurance paramétrique, par sa définition, est moins chère que l'assurance indemnitaire, en moyenne en tout cas. De toute façon, c'est possible de le rendre beaucoup moins cher que l'assurance indemnitaire parce qu'il y a tout ce qui est frais de gestion de sinistres et d'expertise qui sont complètement éliminés. Et ça, c'est très adapté pour nos pays en Afrique. Et également, c'est très adapté pour l'assurance, pour la micro-assurance. La micro-assurance qui est aussi un type d'assurance bien adapté à notre contexte africain. C'est pour ça justement qu'on voit parfois les microfinances, parce que justement les produits classiques coûtent parfois cher pour le ménage lambda. Donc c'est dans ce contexte que je me dis l'assurance, mes travaux pourront permettre d'améliorer cela. Je prends un autre exemple rapide avant qu'on ne passe, c'est par exemple l'agriculture. En Afrique, actuellement, les chiffres les plus récents disent que environ 4 à 7% des terres en Afrique sont assurées. Contrairement à d'autres pays dans le monde où ce sont des chiffres, des trucs à 2 chiffres. Et là, on se dit, avec les risques climatiques qui évoluent, avec les différents dangers auxquels l'agriculture et l'élevage sont exposés, comment est-ce que la culture de l'assurance n'est pas encore développée dans nos pays? Moi, ma réponse à cette question est très simple, c'est que les produits d'assurance qui sont en général proposés ne sont pas adaptés au contexte de ces pays en développement là. Et moi, j'aimerais bien d'une certaine façon, à distance, directement ou indirectement, participer à cela. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire même là présentement. J'essaie de participer de temps en temps à des présentations, à des discussions sur ça, à des conférences. Chaque fois que j'ai une idée qui peut être utile pour l'Afrique, j'essaie de partager ça autour de moi. J'ai par exemple participé à une conférence dernièrement où un monsieur présentait un produit d'assurance paramétrique développé en Inde. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est un truc qui pourrait très bien marcher au Cameroun ou bien dans les pays aux alentours par exemple. Et donc c'est un peu c'est une raison qui me motive beaucoup dans ce que je fais. Le faire à grande échelle, ça viendra progressivement. Mais chaque fois que j'ai l'occasion, je le fais et je n'hésite vraiment pas à le faire. C'est très important ce que tu dis et toujours même ce domaine d'assurance là, je dis pas tout le monde est informé et comprend parce que moi je sais dans mon entourage des personnes profanes ont eu souvent à dire que les assurances sont les voleurs. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à ça? J'ai fait un post même qui allait dans ce sens sur LinkedIn il y a quelques temps, mais c'est vrai. Bon, déjà, il y a une bonne partie qui ne comprend pas parce que plusieurs fois, j'ai dit aux gens ce que je faisais. C'est quoi ça? Quelqu'un qui est data scientist, on comprend très vite, ou bien un trader, on comprend vite, mais bon, dans mon cas, c'est un peu compliqué. Mais oui, par rapport à ça, par rapport au fait qu'on dit que les actuels ou bien les assurances sont des voleurs, parce que les actuels ne sont pas des voleurs, ça c'est sûr. Nous faisons ce travail comme tout le monde. Je ne pense pas, en tout cas sur le principe, non. Sur le principe, c'est exactement l'inverse. Le principe de la mutualisation est censé rendre la vie facile à tout le monde. C'est censé partir du principe que toi, en tant qu'individu, tu es exposé à un risque, ça c'est sûr.
ce risque-là, ça va te toucher avec une certaine probabilité au cours de l'année. Et si ce risque-là te touchait, alors tu dépenserais énormément d'argent. Cet argent-là, par exemple, ça peut parfois être des trucs pour des jeunes comme nous. Si on parle d'un sinistre à 20, 30 000 euros, je ne sais pas dans quel contexte par exemple, ça c'est beaucoup pour une personne. Donc l'assurance intervient pour dire, bon d'accord, vu que vous êtes tous exposés à un certain risque avec une certaine probabilité, nous on vous propose une plateforme sur laquelle vous pouvez mutualiser ces risques-là, se partager ces risques-là entre vous, et de façon à ce que chacun paye est réduit. Ouais, sachant que tout le monde n'aura pas le même risque, tout le monde ne sera pas dans une situation désastreuse au même moment. Exactement, exactement. Ça c'est très important parce que à la fin, tu payes une prime d'assurance et si tu as un sinistre, tu es couvert. Mais ce que tu dis, c'est très important parce qu'à la fin de l'année, il y a des gens qui vont dire, bon, ça va, l'année est terminée, je n'ai pas eu de sinistre, pourtant, il a quand même payé une prime. Mais c'est pas nous, quand on fait nos calculs, on ne fait pas nos calculs sur 1 an, 2 ans. Les calculs sont faits sur du long terme. Tu n'as pas été touché cette année, d'accord, mais l'année prochaine et l'année d'après, en fait, c'est un peu comme ça qu'on devrait voir l'assurance, du point de vue des assurés. L'assurance est vraiment là pour permettre de rétablir cet équilibre et de réduire ces inégalités. Donc, normalement, peut-être qu'on devrait me donner un prix pour ça. Mais bon, je ne pense pas que les assurances, dans le principe en tout cas, j'insiste dessus, sont des voleurs. Non, certainement pas. C'est bien au contraire. Et je pense même que d'une certaine façon, je reprends le cas de nos pays en Afrique qui ne le font pas encore, pourtant c'est déjà fait dans les pays développés, c'est que l'assurance c'est également un bon moyen de financer l'économie. Parce que ces primes-là, par exemple, qui sont collectées, en général, c'est introduit sur des marchés secondaires qui se retrouvent dans l'économie à travers le système monétaire de façon générale. Et c'est une bonne source de financement de l'État pour pouvoir mener ses projets, pour pouvoir réaliser des projets, sachant que de toute façon, en assurance vie, les placements sont sur du long terme. Et nous, en Afrique, on ne le fait pas encore assez. Certains pays commencent déjà à le faire, mais on ne le fait pas encore assez. Et pourtant, voilà un autre grand avantage de l'assurance pour la société de façon générale. Et bon, avec tout ça, je ne pencherai pas du côté de ceux qui pensent que les assurances sont des voleurs. Non. Ils ont d'autres problèmes, mais des voleurs, je pense pas. En tout cas, c'est bien détaillé et comme on le voit, tu maîtrises très bien le sujet. De toute façon, j'apprends chaque jour. C'est comme tu as dit, et ça se sent que tu es allé vers ce domaine-là. Tout ce que tu fais, il y a un côté subjectif qui t'a drivé en plus des raisons objectives. Donc, ça se voit que tu maîtrises bien ton sujet. Et là, malheureusement, comme on dit, chaque chose, les bonnes choses ont une fin, mais ça, c'est la fin juste d'une première partie parce que, bon, dans le futur, Daniel y sera présent sur d'autres thématiques ou même des événements futurs qu'on compte organiser. Il pourra être là. Donc, pour les personnes qui, avant ça, les personnes qui souhaitent avoir connaître plus de lui, que ce soit sur son parcours, parce qu'il a évoqué plusieurs thématiques aujourd'hui, notamment la bourse, la thèse de chiffres, même le domaine de l'assurance, l'actuariat. Donc, il a beaucoup de choses à partager. Donc, n'hésitez pas à le contacter sur LinkedIn, Daniel Kamni. Vous verrez encore son nom, on va écrire. Et je pense qu'il est ouvert à partager. Exactement, c'est ça, avec grand plaisir. Je le fais déjà régulièrement. C'est pas juste pour... En fait, c'est ouvert à tout le monde. Je pense que c'est que je sais, je ne pense pas tout savoir, mais je pense que le peu que je sais jusqu'à présent, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans. Donc, si j'ai la possibilité de pouvoir transmettre ça à quelqu'un aujourd'hui, c'est avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions liées à mon domaine ou bien à des domaines parallèles comme la statistique, l'économie. Je reste totalement ouvert sur ça. Ok. Donc, sur ce, Daniel, quel serait ton mot de fin que tu aimerais adresser à nos auditeurs? Je pense que l'auditoire, c'est essentiellement des jeunes. Bon, en tout cas, même si ce n'est pas des jeunes, je vais m'adresser essentiellement aux jeunes. Et je dirais, la première chose que je vous dirais, c'est de rêver. C'est de rêver parce que on est éduqué, on est élevé dans un contexte qui parfois nous fixe dans un mur, entre 4 murs, pardon, ou bien dans un box. Et parfois on a du mal à pouvoir se projeter au-delà. Et ça a l'air d'être rien peut-être pour nous qui avons déjà un peu avancé, qui ont un peu d'expérience. Ça a l'air d'être rien, mais je me souviens encore de moi quand je venais d'avoir mon bac. Je ne voyais pas la vie au-delà de Yaoundé par exemple. Tu vois. Donc
Je pense que c'est important pour les jeunes de rêver. Certains parmi vous ont des capacités, certains parmi vous ont des atouts qui ne pourront pas, qui ne pourront pas utiliser tant qu'ils n'essayent pas de se projeter au-delà du conditionnement qu'ils ont eu jusqu'à présent. Donc ça, c'est très important. Un autre point important sur lequel j'aimerais insister, c'est le fait de se projeter à long terme. Je l'ai beaucoup évoqué pendant la présentation. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler l'avenir. Il y a des projections qu'on va faire et à la fin, ça ne va pas se réaliser. Mais se projeter, ça permet d'avoir des garde-fous. Dans le pire des cas, on va taper au bord. Et c'est mieux de taper au bord que de taper à l'infini. C'est ça. Donc, se projeter, pour moi, c'est très important parce que ça permet également de pouvoir savoir dès maintenant quelles sont les actions à poser pour pouvoir atteindre un objectif bien précis. Et il y a des actions que si on ne les pose pas maintenant, on ne pourra plus jamais les poser. Ouais, Un étudiant, par exemple. Les contraintes de la vie plus tard. Exactement. Restreindre. Bah oui, et en plus, même il va se faire tard. Disons-le clairement, un étudiant, par exemple, qui veut avoir une bourse pour venir en France, par exemple, c'est pas la dernière année de sa formation qu'il commence à travailler dur pour ça. Il savait ça, il savait qu'il allait avoir une bourse il y a 4 ans. Ces 4 ans, dès ce moment-là, vu qu'il a planifié et que c'est la France qu'il a choisi, ou bien le Canada, ou bien n'importe quel pays, il commence à travailler dur pour ça. Et c'est exactement ce que j'encourage les gens de faire. Se projeter, planifier les choses au maximum possible, demander des conseils évidemment pour pouvoir affiner ce plan-là et se donner les moyens pour pouvoir arriver à ça. Et ça me pousse au prochain point qui est le travail. Le travail, c'est la culture de l'effort, j'ai l'impression que c'est en train de disparaître. Et je le dis sur la base des personnes avec qui j'échange. Il y a vraiment des petits trucs que parfois on demande à des jeunes, fais ça, il revient vers moi. Parfois tu as l'impression que c'est tellement compliqué pourtant. Ou même il ne revient même plus. Exactement. Pourtant, à l'époque, je me dis, si j'avais l'occasion de rencontrer quelqu'un comme ça qui était prêt à me dire quoi faire, j'aurais sauté sur l'occasion et je n'aurais même pas hésité. Donc cette culture de l'effort et du travail, c'est en train de disparaître et je pense que c'est un truc que les jeunes doivent essayer de lutter contre ça. C'est vrai que la société a tendance à aller vers la facilité, mais justement, ceux qui suivent cette facilité se fondent dans la masse. Si l'objectif d'un jeune est de se fondre dans la masse, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut aller au-delà de la masse, alors c'est très important de travailler plus que la moyenne. Ça a l'air d'être quelque chose de facile. Tout le monde dit, mais oui, évidemment, on doit travailler et tout. Mais non, le travail, ça c'est... Tu as tout fait violence à Exactement. Il y a des moments où tu te lèves le matin, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au travail aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment envie d'étudier aujourd'hui? Mais vu que tu sais que si tu ne le fais pas, ça va te rattraper, alors tu le fais. Et un autre truc très lié à ça, c'est également et ça va peut-être paraître violent pour certains, mais je dirais, personne ne te doit rien. Ça c'est clair. Il y a beaucoup avec qui j'échange et qui, chaque fois, essaient de trouver des raisons pour justifier le fait qu'ils se trouvent là où ils sont. Parfois, certains parlent des parents, d'autres parlent du fait que tel ami, il aurait pu me dire qu'il faisait ça, il n'a pas fait, il a fait ça seul sans me dire et tout. C'est la vie, c'est comme ça. Personne ne te doit rien. Et justement, tous les conseils que j'ai donnés jusqu'à présent, ce sont des choses qui peuvent te permettre de pouvoir toi-même développer une vie ou bien avancer dans une vie qui va te permettre de réaliser tes objectifs plus tard. Si tu n'arrives pas à les réaliser, ou bien si à un moment donné tu te retrouves à une position bien précise, le seul responsable c'est toi et personne d'autre. Exactement, et tu assumes comme un grand et tu te lèves et tu te bats parce que on va avoir l'impression, j'ai parlé de mon parcours tout à l'heure, parfois en parlant juste comme ça, ça a l'air d'être quelque chose qui s'est fait très facilement. C'est pas vrai. Ouais, ça a été au prix de beaucoup de Exactement, il y a eu des choses que j'ai dû sacrifier, il y a eu des moments d'échec, il y a eu des choses que j'ai fait et ça n'a pas marché. Mais si je passais mon temps à dire autour de moi que c'est à cause de telle personne, c'est parce que telle personne m'a abandonné, c'est parce que je ne serais où aujourd'hui. Donc c'est vraiment un mindset qu'il faut développer. Une fois qu'on développe ça, tous les autres sont complémentaires. L'effort, le travail, ça vient avec ça parce que tu sais que de toute façon, tu es le seul responsable. Tu ne travailles pas, c'est toi qui s'engage. Et pour finir, un point très important, le réseau. On va parler, on va monter, on va descendre, peu importe ce qu'on va dire, peu importe la catégorisation qu'on va donner au terme réseau, ça reste important. C'est vrai que dans nos pays en Afrique, quand on dit réseau en général, on a une connotation négative parce qu'on pense que ça est lié au népotisme. Donc, mais qu'on se dise la vérité,
une fois qu'on franchit un certain cap dans la carrière, il y a des postes qu'on ne peut avoir qu'à travers des recommandations, à travers des réseaux. Ouais, parce que c'est comme on dit, il y a un plafond de verre. Que Bah, pour le briser, tu as besoin tu ne vas jamais voir un poste de manager, de directeur circuler sur LinkedIn. Jamais. Non. En général, c'est parce que quelqu'un savait que tu avais les capacités de le faire et que la personne a recommandé. Et oui, il y en a qui recommandent purement sur la base des compétences. Contrairement à ce que les gens vont dire. Parce que oui, on va te dire, ouais, il y a des... Non, laissons ça. Laissons. C'est sur la base des compétences. C'est pour ça que c'est important d'avoir un réseau que tu entretiens, des personnes vers qui tu peux te tourner si tu as besoin d'informations pour pouvoir prendre une décision, des personnes vers qui tu peux te tourner si tu as des questionnements par rapport à un domaine en particulier, des personnes vers qui tu peux te retourner quand tu as un besoin en termes de poste ou bien de carrière, de stage et tout. C'est pas du jour au lendemain tu arrives sur la page LinkedIn de quelqu'un et tu dis ouais, est-ce que tu peux me donner un stage? Ouais. C'est bizarre, toi-même on te fait ça, c'est pas facile. Ouais. Et souvent, par rapport à cet exemple, je dis souvent, faire ça, c'est un peu comme si tu marches en route, tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, je veux le stage. Exactement. C'est pareil, c'est juste Exactement. que là-bas tu es sur LinkedIn, mais ça ne se fait pas. Ouais, totalement d'accord. Non, mais le réseau, c'est quelque chose, tous les réseaux sous toutes ses formes, à la fois académique, avec des enseignants, à la fois professionnel, à la fois même amical. Il faut... Avec tes camarades déjà, même, c'est ton premier réseau. Exactement. Parfois, certaines personnes négligent ça dans des groupes. Par exemple, nous, quand j'étais à l'INSAE, par exemple, j'étais président des internationaux pendant mon parcours là-bas. Et on organisait parfois des événements avec, entre nous internationaux et avec des aînés. Et j'avais remarqué qu'il y avait une bonne partie qui ne participait pas. Pourtant, moi, je pense que ça, c'est une très bonne base. Donc, quand on parle de réseau, certaines personnes se disent comment. C'est un mot très vague, mais c'est pas si vague que ça. Dès le départ, avec des petits, en participant à des événements, en rencontrant des gens, en discutant avec eux, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées comme ça. Et puis un jour, ils m'ont dit, bah, voilà un truc qui m'est passé sur la main, qu'est-ce que tu en penses? Et c'était une belle opportunité comme ça. Donc, j'insiste beaucoup sur le réseau. De nos jours, c'est facile avec Internet. On a LinkedIn, par exemple. Bon, je n'ai pas de page sur LinkedIn, rassurez-vous. Mais voilà, par exemple, un bon moyen de commencer à se faire un réseau professionnel. Je discute encore avec des étudiants en 2024 qui n'ont pas de compte LinkedIn. Comment c'est possible? C'est pas surtout lorsque tu es encore étranger ou tu n'as pas ta famille établie ici. Exactement. Donc, tu as besoin d'assurer tes arrières. Exactement. Et c'était bon, vraiment, c'est là, on a tous des compétences. Je pense que chaque être humain a des compétences jusqu'à un certain niveau. Mais il faut que les gens sachent que tu as ces compétences-là. Si les gens ne savent pas, tu vas beau être le plus intelligent du monde, si autour de toi, si dans justement ton petit réseau, ça ne se sait pas. Ou bien si tu n'as pas de réseau du tout, ça ne va servir à rien. Donc vraiment le réseau, je pense que quelque chose à faire, à entretenir, à faire grandir au fur et à mesure. Ne pas s'enfermer dans un coin en se disant je suis bon et ça va suffire. Non, pas du tout. Moi je pense que la dernière fois, je me souviens pas de la dernière fois où j'ai passé un entretien. Je dis pas ça pour dire que c'est pas dans le but de faire croire aux gens qu'en fait non, tout se passe par favoritisme. Non, c'est pas ça, bien au contraire. Une entreprise qui veut recruter, en général, passer le processus d'entretien, c'est une façon pour elle de chercher les bons candidats. Si elle a la possibilité d'avoir un bon candidat sur la main parce que, par exemple, quelqu'un a recommandé. De par ses compétences. Exactement. Quelqu'un a dit, oui, je connais tel étudiant là, je l'ai encadré, par exemple, au cours de son cursus. Il me paraît bien. Pourquoi est-ce qu'elle va laisser cette piste-là pour aller se casser la tête avec 50 CV? Donc, ça a l'air d'être rien, mais ça se fait. Et ça se fait énormément. Et j'ai parlé des enseignants tout à l'heure, je vais peut-être finir par là. On a parfois tendance à négliger nos enseignants. Mais c'est une mine d'or que certaines personnes ne réalisent pas. Parce qu'ils ont encadré les directeurs actuels. Exactement. Ils ont plus de relations avec les entreprises qu'on ne le pense. Parce que toutes ces personnes-là, ils ont encadré des personnes. Et même dans le cadre de leurs travaux, ils sont en contact avec des entreprises. Moi, ma thèse, je l'ai eue grâce à un enseignant. Et c'était à l'époque, j'avais 4 propositions de thèse. Mais celle-là, c'était la meilleure sur tous les plans. Je ne critique personne, mais c'était la meilleure. Et ça, je l'ai eu grâce à un enseignant. Les autres que j'avais eu en cherchant moi-même ou bien à travers le monde professionnel, ça n'était rien à côté. Donc, les enseignants, c'est vraiment le plus parce que je pense que la plupart des choses que j'ai dit, les gens le savaient déjà. Mais ça, c'est vraiment le plus. Il ne faut pas négliger le réseau avec les enseignants. Surtout pour les jeunes qui sont encore en cycle. Donc, n'hésitez pas à vous attacher à un ou deux enseignants avec vous, surtout que vous appréciez bien. Bah oui. Et c'est même pas juste pour les jeunes encore en cycle. Même je connais des personnes, j'ai une amie par exemple, elle a évolué dans sa carrière, peut-être 2 ans, 3 ans d'expérience. À un moment donné, elle était un peu bloquée.
Elle est revenue voir un de ses enseignants qui l'a permis de trouver quelque chose par la suite. Ouais. Donc c'est vraiment une mine d'or. Ça, si on doit terminer, ça sera, j'aimerais vraiment que l'auditoire retienne ça. Et les enseignants, c'est une grosse mine d'or. On néglige souvent, mais c'est très important. Bah, comme vous l'avez bien entendu avec Daniel, il encourage, il incite tout le monde, que ce soit les jeunes étudiants, les jeunes travailleurs ou même les personnes plus expérimentées, à oser aller au-delà de nos frontières. Donc sur ce, on va vous dire, Daniel et moi, au revoir et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour ceux qui nous écoutent et puis continuent à nous donner la force en likant, en partageant autour de vous. C'est comme ça qu'on va aller plus loin et cette année, on aura plus d'autres sujets, d'autres nouvelles thématiques et de nouveaux invités aussi viendront pour qu'ensemble, on aille au-delà de nos frontières. Ciao!